Donc, essayez de partager la présentation. Bonjour tout le monde. Je vous présente mon sujet sur le thème minéralogie et caractéristiques de cuisson des matériaux argileux à base de laitier d'acierie. Donc, notre sujet va traiter 4 grands axes. Commençons par l'introduction à problématique. Deuxièmement, une idée générale sur la sidérurgie. Troisièmement, caractérisation des matériaux. Et finalement, la fabrication et caractérisation des briquettes expérimentales. Donc, on va commencer par l'introduction. Mademoiselle Ho, donc, je ne vois rien sur l'écran. Essayez de partager l'écran, ok? Oui. Maintenant? Oui, c'est bon, c'est bon. Donc, je recommence. Je vous présente mon sujet sur le thème minéralogie et caractéristiques de cuisson des matériaux argileux à base de laitier d'acierie. Donc, on va traiter 4 grands axes. Commençons par l'introduction à la problématique. Deuxièmement, la sidérurgie. Troisièmement, caractérisation des matériaux, oui. Et finalement, la fabrication et caractérisation des briquettes expérimentales. Donc, on va commencer par l'introduction qui permet de nous donner une idée générale sur notre sujet. On va traiter ou bien on va valoriser les scories. Les scories de four électrique sont des produits secondaires qui se forment lors de la fabrication d'acier à partir de ferraille provenant de Joffelsfab. Ce sont des déchets solides les plus produits par son acide. Leur production et croissance continue et leur gestion présente un défi majeur auquel les producteurs sont toujours confrontés. En effet, ces déchets contiennent des éléments dangereux vis-à-vis de l'environnement et de la santé humaine. C'est notre but qu'on essaie de les valoriser. Donc, l'aciérie ne se trouve pas telle qu'elle est dans la nature. Il est fabriqué à partir de 2 grandes filières. La première filière, c'est la filière fonte, qui permettent, comme vous voyez sur l'image, qui permettent ou bien obtenus par la réduction des minéraux de F et d'O3 dans un coq, dans un haut fourneau, et subit ensuite un traitement de conversion dans un convertisseur pour donner de l'acier liquide. Par contre, la filière électrique permet de la fusion de la ferraille directement dans un four électrique pour avoir de l'acier direct, l'acier qui sera utilisé directement pour la fabrication des nouveaux produits en acier. Donc, la sidérurgie au Maroc est représentée par 2 grandes entreprises. La première, c'est Sonacid de Nador et de Joffelsfab, qui permettent l'élaboration de l'acier et le laminage à chaud. Et la deuxième, c'est de Maghreb Steel à Casablanca, qui permettent le laminage à froid et le traitement. Donc, voilà une idée générale sur le déroulement de la fabrication de l'acier à son acide et les déchets générés par cette production. Donc, comme vous voyez, le plus grand pourcentage des déchets générés, ce sont des scories noires qui sont représentés par 100 à 150 000 tonnes par an. Donc, pour valoriser ces scories, on a fait plusieurs essais. Parmi ces essais, ce sont des essais géotechniques, des analyses chimiques par fluorescence X, des analyses minéralogiques, analyses thermiques et les caractéristiques technologiques des briquettes qu'on a fabriquées. Donc, pour cela, on a choisi deux argiles différentes qui sont déjà utilisées pour la fabrication des briques. Le premier, c'est de la région de Nado, presque 10 km de la région de Zaïou. Il est d'âge géologique messinien, et l'autre de la région de Safi, d'âge miocène, ainsi que les scories qu'on essaie de valoriser. Le premier essai qu'on a fait, c'est les limites d'Atterberg. Donc, le tableau suivant représente les différentes limites d'Atterberg. À partir de ces résultats, on peut dire que ce sont des sols plastiques. Ils sont placés entre les frontières moyennes et fortement plastiques. Par la suite, on a déterminé la granulolaser. À partir de ces résultats, on peut dire que les scories contiennent le plus faible teneur en fraction argileux et la plus haute teneur en sable. Par contre, les scories contiennent une petite variation de la taille des grains.
Par la suite, on a déterminé la fluorescence X de ces matériaux. Comme vous voyez sur l'image, ça, c'est l'étape finale de la fabrication des perles. Donc, après la fabrication des perles, on les place dans une machine de fluorescence X qui est bien sûr installée avec un ordinateur qui permet de nous donner les résultats sous forme d'un tableau, comme vous voyez, les résultats du messingien, myocène et les scories. À partir de ces résultats, on peut dire que les scories représentent le plus fort pourcentage de CaO. Par contre, le messingien et myocène sont caractérisés par SiO2 et Al2O3. Par la suite, on a déterminé la minéralogie des poudres en premier temps. Comme vous voyez sur l'image à gauche, la préparation des poudres, on les remplit dans des boules, comme vous voyez, et on les place dans une machine de DAX qui est bien sûr aussi installée avec un ordinateur qui permet de nous donner des résultats sous forme d'un diagramme. Donc, ces diagrammes, on a traité ces diagrammes dans un logiciel HiScore qui permet de nous donner, d'identifier les minéraux et d'avoir le pourcentage de chacune de ces minéraux. Donc, voilà les résultats, un extrait de résultats de l'argile du messingien qu'on vous voyez caractérisé par le quartz, la calcite, la dolomite, l'angioclaste et l'argile totale à différents pourcentages. Ça, c'est un extrait des résultats des scories. Ensuite, on passe à l'étape de préparation des agrégats orientés. Ça, c'est la dernière étape de la fabrication ou bien la préparation des lames. Donc, on les laisse sécher pendant 24 heures. Puis, on les place dans la machine de DRX pour avoir des lames normaux. Ensuite, à l'éthylène glycolé aussi à 24 heures. Et ensuite, on les sèche à 4 heures, oui, à 500 degrés Celsius. Donc, voilà les résultats. On les superpose. Après le traitement dans HiScore, voilà un extrait de l'argile du messingien. Donc, il est caractérisé par la présence du smectite, chlorite, illite et la kaolinite. Par la suite, on a déterminé l'ATD de chacune de ces matériaux, donc, qui permettent de nous donner une idée générale sur la variation de la masse de chacune des échantillons avec l'augmentation de la température. Donc, comme vous voyez, il y a une variation de la masse, ça c'est pour l'argile du myocène. Donc, comme vous voyez, la masse, il y a une variation de la masse à différentes températures. Cela est dû à l'évaporation de l'eau chimique, physique, la combustion des minéraux argileux, etc. Donc, ça, c'est pour les scories. Comme vous voyez, à 850 vers 900, il y a un gain de masse. Cela est dû à une oxydation. Donc, pour soyez sûr de ces résultats, on a pris un échantillon des scories. On a mis différents échantillons des scories. On a mis ces échantillons à différentes températures pour avoir la variation de la masse. Comme vous voyez, il y a toujours un perte de masse entre 600, 700, 800. Et à partir de 900 000 degrés Celsius, il y a une oxydation, donc des pics exothermiques. On arrive après la caractérisation des échantillons à la fabrication des briques qui permettent 4 grandes étapes. La première, c'est la préparation qui permet l'élimination des impuretés, c'est l'élimination de n'importe quel corps étranger, le broyage dans un broyeur, le tamisage dans un tamis de 124 micromètres, la formation des mélanges. Donc, on fabrique des briques de référence qui ne contiennent pas des scories et ensuite, on rajoute les scories à différents pourcentages. Ensuite, l'homogénéisation de ces mélanges. L'étape suivante, c'est le façonnage, c'est l'étape principale. C'est une étape intéressante. Donc, on commence à fabriquer des pâtes, ou bien des pâtes plastiques en mélangeant avec de l'eau. Une fois la pâte est prête, on fait le moulage dans une moule qu'on a fabriquée chez un soudeur qui permet la fabrication de différentes briques à la fois, à différentes caractéristiques technologiques. Après vient l'étape de séchage qui contient deux principales étapes. La première, c'est le séchage à l'air libre pendant 24 heures et la deuxième, dans un étui à 110 degrés Celsius, donc pendant aussi 24 heures. Après les 2 étapes de séchage, les briques sont prêtes à être cuites à différentes températures. Donc, les températures de cuisson qu'on a choisies, c'est 700, 1100, 900, 950, 1000, 1050 et 1100 degrés Celsius. Donc, 7 températures différentes. Donc, voilà les résultats qu'on a obtenus. Le premier caractère qu'on peut déterminer à l'œil nu, c'est la coloration qui change entre l'ajout des scories et l'augmentation de la température de cuisson. Par la suite, on a déterminé la teneur en eau à l'étirage. Donc, sont obtenus en faisant la différence entre la masse humide et la masse sèche.
Ensuite, on a déterminé le retrait de séchage. Donc, après le séchage à l'air libre et à l'étuffe, on repose chacune de ces briques et on calcule le retrait de séchage. Voilà les résultats de retrait, comme vous voyez qu'ils diminuent avec l'augmentation de la température ainsi que l'ajout des scories. Ensuite, il y a le retrait à la cuisson. Donc, après la cuisson, on recalcule le dimension de chacune de ces briques et on calcule à l'aide de la formule comme vous voyez. Ensuite, il y a la perte de masse à la cuisson. Donc, après la cuisson, on repose chacune de ces briques et on calcule la perte de masse à l'aide de la formule. Vient ensuite l'étape de l'absorption d'eau et les paramètres associés. Donc, après la cuisson, on fait l'immersion des briques dans l'eau pendant 2 à 3 jusqu'à 4 jours, jusqu'à avoir une masse constante de ces briques. On repose chacune de ces briques et on calcule l'absorption et la porosité. Donc, voilà un extrait du tableau des résultats de l'absorption d'eau et de la porosité à 700 à 800 degrés Celsius. Donc, voilà, l'absorption et la porosité, je vais juste donner une petite idée des résultats. Donc, ils diminuent avec l'augmentation de la température ainsi qu'avec l'ajout des scories. L'étape suivante, c'est la résistance mécanique. On a fait la résistance à la compression. Donc, pour cela, on doit avoir une surface plus ou moins plane. Pour cela, on a placé les briques dans une machine qui a une scie pour avoir une surface plus ou moins plane, pour bien placer sur la machine de la résistance à la compression. Donc, voilà, à la suite, on les place dans la machine et on calcule la résistance à la compression à l'aide de la formule comme vous voyez. Voilà un extrait des résultats de la résistance à la compression. Comme vous voyez que la résistance augmente avec l'augmentation de la température ainsi qu'avec l'ajout des scories. Cela a été bien remarquable à 1000 degrés Celsius. Après, on détermine la minéralogie des briques cuites. Donc, on rebroie chacune de ces briques. On remplit les boules que je viens de vous montrer. Donc voilà, on fait la minéralogie de ces briques, on les place dans la machine de DRX qui permet de nous donner les résultats sous forme de diagrammes. Donc voilà les superpositions des diagrammes à différentes températures. Comme vous voyez qu'il y a des minéraux qui sont néoformés, par exemple la pyrite, l'azurite, il y a plusieurs. On détermine aussi les pourcentages de ces minéraux. Donc, finalement, pour conclure, on peut dire que l'ajout des scories a un avantage dans la fabrication de ces briques. Et comme vous voyez que la résistance à la compression a augmenté, la porosité a diminué, ainsi que ainsi que l'absorption d'eau. Cela est un ajout pour ces briques. Donc, merci pour votre attention. Merci, mademoiselle Jihada Hob, pour cette présentation. Vraiment, c'est un sujet très intéressant, donc, qui traite une problématique de l'environnement. Donc, il y a des déchets, des scories, donc des déchets de sidérurgie. Au lieu de les jeter, vous essayez donc de les valoriser par la suite. Donc, en appliquant la parole que les déchets sont une richesse et ne sont pas un problème. Voilà, donc, je vous signer une question donc, pour les intervenants. Donc, s'il y a une question à poser pour mademoiselle Jihada Ho, donc je vais ouvrir une ou deux questions, si vous avez des questions. S'il n'y a pas de questions, donc je vais poser juste une question à mademoiselle Jihad. Donc, vous avez calculé donc, le retrait linéaire. Donc, mais il y a une méthode de calcul de retrait volumétrique de la brique. Pourquoi vous avez choisi juste le retrait linéaire avec un P à coller si vous n'avez pas calculé le retrait de volume? Pour les briques, le retrait linéaire, c'est le plus important indice pour déterminer si la brique a été bien ou bien était, n'était pas, n'était pas comment dirais-je, n'était pas
la brique a été considérée comme une brique, par exemple, n'était pas... on a déterminé, on recalcule les dimensions de chacune de ces briques à l'aide d'une pierre à coulisse pour déterminer si les dimensions qu'on a choisies au début sont restées, par exemple, bien, ou bien ou bien on a avoir un fort retrait qui permettent avoir une brique qui est une Donc, vous avez calculé donc, le retrait en 3 dimensions, la longueur, la largeur et l'épaisseur. Donc, c'est bon. Donc, voilà. Donc, ça, vous pouvez calculer par la suite. À partir de ces 3 valeurs, vous pouvez calculer le retrait volumétrique. Donc, le volume initial moins le volume final, et vous pouvez calculer le retrait volumétrique. Voilà. Voilà, juste une deuxième question concernant les argiles du Mycénien. Donc, il contient un peu de salinité. Est-ce que vous n'avez pas touché l'étude parce que donc ces marnes et ces argiles contiennent du gypse? Est-ce que vous n'avez pas étudié l'effet du gypse sur la qualité des briques ou quelque chose comme ça? Non, on n'a pas traité cet axe-là parce que on a fait juste la minéralogie. Était bien à la fin de la cuisson, on a eu des minéraux vitreux qui permettent d'avoir une résistance mécanique assez importante. Donc, on n'a pas traité cet axe-là. Okay, merci, mademoiselle. S'il y a une question donc de la part des intervenants. Sinon, je vous remercie, mademoiselle, pour cette présentation. Donc, je passe pour la deuxième. Désactivée. Voilà. Donc, j'appelle Mr. ou Mrs., je m'excuse, ambassadeur. Donc, I call Mr. or Mrs. ambassador for presentation. The impact of Google Suites amidst the new normal. Donc, est-ce que Mr. ou Mrs. ambassadeur est présente? Conférence, je ne sais pas, cohorte. Donc, je ne vois pas qu'il est parmi les présents. Donc, je passe directement pour Mérimée. Est-ce qu'elle est présente? Oui, monsieur, je suis présente. Voilà, donc mademoiselle Mérimée va nous présenter son intervention qui est intitulée Alpha-linoléic acid ALA in an H2SO4 aggressive medium the inhibitor ALA cures the problem of corrosion of the reinforcement. Vous avez la parole donc, pour présenter votre travail. Merci, monsieur. Hello, everyone. This is Shayma Marini, doctoral student at the Faculty of Science in Oujda. And I have the honor and pleasure to present before you my work and the title, Contribution of Corrosion to the Study of Corrosion Inhibition of Carbon Steel by Organic Compounds, 0.0 sulfuric acid experimental study. This work was carried out in the Applied Analytical, Chemical Materials and Environmental Laboratory of Faculty of Science. The plan I have adopted for this presentation is follows. I will start with the introduction, then the study methods and experimental conditions, and results and discussion, and finally ends with the general conclusion and perspective. The carbon steel is widely used as construction materials in various industrial works. However, one of the main problems associated with its use is low corrosion resistance, such as that's encountered in industrial operation, such as pickling and acid cleaning. Corrosion affects all types of work from the largest to the smallest. From this definition, we can draw some problems related to corrosion.
So corrosion can also lead to the major economic losses. The statistics clearly show the significant cost of corrosion to society. The modes of protection mainly concern the material and the chemical to remedy and prevent material loss. One has several choice by making the judicious and for the judicious choice of material, or by protecting electrochemical, or by with inhibitors, and finally protection by coating. For choosing an inhibitor, corrosion inhibitor must lower the corrosion rate of metal, be stable in the present. Be stable in the presence of other constituents, be stable all at high temperature. Thus, it should be effective and compatible with non-toxicity standard. Of course, be inexpensive. There are several ways to classify corrosion inhibitors. Generally, they are classified according to the chemical composition, or by field application, or by partial reaction. Let's now move on the studies, methods, and experimental conditions section. First, the metal or materials used is carbon steel, Xc48. Its composition is summarized in the following table. The study or electrolysis medium is sulfuric acid at a concentration of 0.5 m. The sample used are the following inhibitors: alpha-linolenic acid ALA. In this work, an alpha-linolenic acid ALA molecule was selected as a carbon steel corrosion inhibitor. Now passing by to find out the corrosion rate was evaluated by the gravimetric method. This method is carried out in test tube immersion in the thermostatically electrode bath after immersion for 6 hours. So the effects of concentration inhibition was tested. The temperature composition organic, we were able to determine the isotherm of absorption. We were able to access the thermodynamic parameters, and thus the corrosion speed and the corresponding efficiency are defined by two following relations. As far as electrochemical measurements are concerned, we were carried out using an ensemble consisting of a cell with 3 electrodes linking to a PGZ type potential state, controlled by computer with Voltamaster for software. As far as electrochemical methods are concerned, we use the stationary methods, as well as transsensed methods, and the curve were analyzed and posted using ZView, Origin, and Able SCLab software. Let's now move on the results and discussion section. This first part examines the effects of time, temperature, and concentration. The gravimetric method was chosen since its best corrosion phenomena as its real state. So the table of corrosion rate results as a function of time, and the table of inhibitory efficacy results as a function of time with worked on the other effects during 6 hours. The graphs present in the figure show the variation of corrosion rate and inhibition efficiency of Xc48 steel in 0.5 sulfuric acid solution in the absence and presence of different concentration of ALA molecule at temperature 35
we note that for the inhibitor, the corrosion rate decreases, while the efficiency of the protection increases in the inhibitor concentration. So the table of corrosion rate results as a function of time. We see when the speed of corrosion also increase. Table of the inhibitory efficacy results dependent of the temperature. We see that when the temperature increases, the inhibitory efficacy also decreases with the decrease in concentration. For electrochemical measurements, we have the figure show the polarization curve of our tested products, and the results from the polarization curve are grouped in the following table, showing that the increases in the concentration and of the inhibitory results in decreases in current density and increases in inhibitory efficacy. So the height efficacy was achieved at optimal concentration of 5 pounds of mercury for the compound tested with the best inhibitor being 92% effective. The following figure is the Nyquist curve of our molecule, and as can be seen from the figure, the phase angle increases with the addition of inhibitors, suggests that absorption is due to the coverage of the steel surface by the inhibitor molecules. Instead, with the inhibitor concentration confirm the increases in the value of the double layer. And finally, conclusion. In conclusion, weight loss measurements and electrochemical analysis showed that our ALA inhibitor was an effective inhibitor against corrosion of XC48 steel in sulfuric acid 0.5 media. The active molecule acts as a mixed inhibitor adsorbent on the surface of the steel. The surface analysis technique confirmed the electrochemical results and the adsorption of the active compound on the surface of the XC48 steel. We can also envisage some perspective for the continuation of this work. It's interesting that a study be fostered by other analyses, test inhibitor and other conditions by changing the metal and the medium. Study the state of the metal surface by surface analysis technique to better understand the absorption mechanics by molecular modeling, and the study of the non-toxicity effects. Thank you for your attention. Thank you, Ms. Mary Shema, for this communication. It's very interesting. Thank you. Donc, s'il y a une question à poser, any questions for Mary? Pour moi, je ne suis pas spécialiste du domaine de la corrosion. C'est un très bon sujet, donc elle traite la problématique de la corrosion et la protection de l'environnement. Donc, s'il y a une question. Pas de questions. Donc, il n'y a pas de chimiste dans cette séance. Donc, you are lucky. Hein? Voilà, donc, là, juste une question. Donc, j'ai des collègues qui ont travaillé sur la corrosion. Là, donc, est-ce que c'est un sujet appliqué donc à des fins industrielles ou quelque chose au lieu? Donc, si vous pouvez nous donner une idée sur le sujet. Donc, oui, bien sûr. Donc, la corrosion, c'est un sujet très large. Donc,
le problème de la corrosion, surtout dans le domaine industriel, on trouve le décapage et le nettoyage à l'acide. Donc, on a choisi la meilleure solution, c'est les inhibiteurs organiques pour remédier ce problème de la corrosion. Donc, on essaie toujours d'appliquer sur les aciers différents types d'acier pour avoir l'efficacité inhibitrice de chaque inhibiteur. Comme ça, on va appliquer sur la surface de l'acier et avoir des bons résultats. Voilà, donc, vous essayez de faire des tests sur des produits donc, de plusieurs sources pour voir quel est le produit qui peut inhiber la corrosion. Donc, Oui. voilà, donc je vous remercie pour votre présentation. Merci. Allez. Donc, vous pouvez déconnecter votre présentation. Voilà, donc, allez. Donc, LED ici, est-ce qu'il est parmi nous? LEDC, monsieur H.LEDC, je ne sais pas ce qu'il s'agit. Je pense qu'elle est dans la salle d'attente, monsieur. Attends, bon. Sinon, donc, dans la salle d'attente, là, j'ai. Voilà, c'est Hicham, Shafi, Mohamed, voilà, c'est bon. Donc, Hicham Mohamedi. Donc, oui, monsieur. C'est Hicham. Oui. Tu es là, donc voilà, donc c'est Hicham Mohamedi va nous présenter son contribution qui est intitulée Les petits invertébrés quaternaires de la grotte de Gunfuda. Vous avez la parole, c'est Hicham. Est-ce que c'est déjà partagé l'exposé, non? Ah, c'est bon, oui, c'est partagé, c'est bon. Oui, c'est bon. Alors, notre communication sera intitulée La contribution à la connaissance des petits vertébrés. C'est Hicham, des paysages, donc agrandir la. Cliquez en bas à droite, là, voilà, c'est bien. Alors, pour notre étude, c'est les petits vertébrés de la grotte du Gunfuda. Donc, le plan de cette communication, c'est comme suivant. Donc, une aperçu sur le cadre géographique et données générales sur la grotte du Gunfuda. Après, matériel et méthode. Et enfin, les résultats. Alors, la grotte de Gunfuda se situe à 6 km du village de Gunfuda et à 30 km au sud-ouest de la ville d'Oujda. Dans la grotte, nous avons déjà réalisé un carrelage dans la grotte. Donc, vous voyez ici, il y a des petits carreaux. Donc, ce qui est en jaune, ce sont les carreaux fouillés. Donc, les carrés fouillés, il y a presque 12 ou 13 carrés. Alors, pour le travail dans la grotte, donc il y a beaucoup de travail dans la grotte. D'abord, on commence par le décapage, c'est-à-dire éliminer les sédiments. Donc, on les met dans des seaux. Les trouvailles dans la grotte, les gros objets, les os, ils sont déjà coordonnés par la station totale. Mais le sédiment extrait et qui paraît stérile, qui ne contient pas de faune, mais normalement, on le tamise hors la grotte et on trouve la petite faune. Donc, après le décapage, on passe au tamisage et au lavage. Donc, on tamise cet sédiment et aussi, il est tamisé surtout avec de l'eau pour ne pas casser la petite faune car elle est très, très fragile. Donc, après le lavage, on passe au séchage de cet sédiment et après le séchage, on commence le tri. Donc, le tri, on peut déjà le commencer dans la grotte, mais généralement dans le laboratoire. Donc, dans le laboratoire, on prend une assiette blanche pour augmenter le contraste et on commence le tri. Donc, c'est un travail qui consomme beaucoup de temps. Donc, 2 mois, exactement, j'ai consacré 2 mois
de tri. Donc, j'ai trié presque 135 sachets qui équivalent à 67 kg de sédiments. Donc, après le tri de cette sédiment, la faune récoltée, il doit être nettoyée. Surtout quelques carrés dans la grotte où il y a beaucoup de concrétion. Donc, il y a 2 carrés qui sont à côté d'une colonne stalactitique. Donc, il y a beaucoup de concrétions qui sont accolées, donc des sédiments qui sont accolés sur les dents. Et ça nous empêche de déterminer l'espèce de cette faune. Donc, pour les nettoyer, on utilise de l'acide acétique ou du vinaigre très dilué. Ici, avant le traitement. Et cette photo, c'est après le traitement. Donc, on a éliminé ce sédiment qui est accolé de ces échantillons. Après, les sédiments, ils sont classés selon les familles, surtout, ou même les gens, parfois. Donc, ils sont déjà classés dans des boîtes et dans des sachets mini-grippe. Après, pardon, pour faciliter leur détermination sous la loupe binoculaire, on doit les coller sur les couvercles du boîtier par un mastic spécial, sans graisse. Donc, ils sont déjà préparés et accolés pour voir la face occlusale des dents. Maintenant, on passe directement à la détermination taxonomique sous la loupe binoculaire. Donc, ici, on réfère à des clés de détermination déjà élaborées par les chercheurs, mais aussi pour faciliter la détermination, on doit les comparer à la faune actuelle. Donc, ici, à Oujda, nous n'avons pas un matériel de comparaison. Donc, on fait recours aux pelotes de réjection des rapaces. Donc, dans la zone de Nfouda, on cherche, surtout à côté des falaises, des pelotes qui sont rejetées par les rapaces. Donc, après extraction de cette faune qui est dans la pelote, on trouve beaucoup de mandibules, beaucoup de maxillaires, donc beaucoup d'ossements de la faune qui se trouve actuellement dans cette zone pour la comparer avec la faune fossile. Donc, ici, quelques extraits de cette pelote, donc des gerbulus, des mus, des ratus, même des gerbois, des jaculus, des hérissons, donc même des chiroptères. Pour le résultat, donc, c'est un résultat préliminaire de cette faune utilisée et comme vous voyez ici, donc, nous avons quelques espèces qui sont photographiées, donc des ciruidés, des glirridés, même des gerbelinés, des murinés, des jaculus, des crocodura. Donc, il y a une mosaïque de faune, une faune très diversifiée. Donc, l'étude statistique de cette faune, la part de chaque taxon, il est illustré ici. Donc, chaque taxon, il reflète un climat et un environnement bien déterminé. Parce que cette petite faune, il n'est pas très adapté au climat et au changement climatique. Donc, il nous donne une idée très, très claire sur le paléoclimat et le paléo-environnement. Donc, d'après l'étude statistique de cette faune, extraite de la grotte de Gunfuda, on peut dire que cette zone est constituée de 60% de steppes sèches, 24% d'habitats rocheux, et une prairie humide ouverte, 9%, et 7% de zones boisées et de marges. Donc, ici, nous avons une mosaïque d'environnement avec une prédominance du steppe sèche. Et merci. Merci, Mohamedé, pour cette intervention, donc pour cet exposé. Donc, on remercie l'équipe qui travaille sur la grotte de Gunfuda, donc avec Hassan Awar, toujours il y a des nouveautés, toujours une surprise par de belles choses. Donc là, vous avez travaillé sur ces petits vertébrés qui peuvent servir pour retracer donc l'histoire paléoclimatique et environnementale de la région orientale. Donc là, c'est un sujet qui donc c'est un ajout pour la science et la faculté de sciences au niveau de la paléontologie. Voilà, donc s'il y a des questions à poser à ces Hicham,
Sinon, donc j'ai une question. Donc, c'est Cham, donc il a fait une comparaison entre la faune ancienne et la faune actuelle. Est-ce qu'il y a une similitude entre ces deux types de faune ou est-ce qu'il y a un changement morphologique donc, suite à votre étude? Alors, jusque-là, pour la faune de l'Holocène, jusque-là, elle est très similaire avec l'actuelle. Mais il y a une mission de 2019 on n'a pas pu maintenant de la comparer, mais peut-être parce que la faune de 2019, on a déjà rentré dans le paléolithique supérieur, donc peut-être qu'on va trouver des changements. Mais jusque-là, on n'a pas fait ça. On a déjà étudié la faune de 2017, 2016-2017. Donc, il est très similaire à la faune actuelle. Donc, est-ce que vous avez trouvé, est-ce qu'il y a des espèces qui ont vécu à l'époque ancienne et qui sont disparues actuellement donc il y a juste une suite? Il y a une espèce qu'on ne trouve pas maintenant dans l'oriental, c'est l'Ictinodactylus. Ça se trouve dans la grotte de Gunfuda comme fossile, mais actuellement, il est très loin de Gunfuda, au-delà de Ebn Thar. Voilà, donc c'est Cham. On vous remercie pour cet exposé. Donc, vraiment, il y a beaucoup de travail derrière ces résultats. Donc, il y a beaucoup de travail de terrain, de laboratoire, et bien sûr d'identification. Donc, on vous souhaite une bonne continuation. Merci. Merci, monsieur. Allez. Karima Alaoui, je pense qu'elle est là. Voilà, elle est parmi nous. Donc, Karima Alaoui va nous présenter son travail qui est intitulé Moulouya Potato Weeds, Diversity, Distribution and Search in the Culture. Donc, vous avez la parole, mademoiselle Alaoui, pour présenter votre exposé. Donc, essayez de partager l'écran. Donc, oui. Partage l'écran, voilà. Voilà, alors vous voyez l'écran? Oui, elle est visible, donc agrandir. C'est bon, merci. D'accord, donc bonjour. Donc, je vais présenter un sujet sur les adventices pérennes de pommes de terre de la Moulouya, aspect systématique, biologique et agronomique. Donc, la pomme de terre, c'est une solanacée vivace à tubercules originaire de l'Amérique du Sud. Ce légume est la 4e culture vivrière du monde. Elle est le plus consommé dans le monde du fait de sa haute valeur nutritive et est peu à peu devenu un aliment de base dans de nombreux pays. Donc, soit plus d'1 milliard de consommateurs au niveau mondial. Cette culture s'inscrit à la 5e place des productions agricoles au niveau mondial après la canne à sucre, le maïs, le riz et le blé. Dans la région de l'Oriental, la pomme de terre est la première culture maraîchère des points de vue superficie et production. Elle occupe une superficie avoisinant les 5 000 hectares et une production de l'ordre de 112 000 tonnes par année, soit plus de 40% de la superficie réservée au maraîchage. Les rendements moyens en pommes de terre réalisés dans la région, bien qu'elles sont en nette augmentation avec des fluctuations périodiques, cependant, elles restent faibles et sont imputées aux contraintes technico-commerciales qui vit actuellement cette culture. Notamment, c'est lié à la conduite technique, au circuit commercial mal organisé, ainsi qu'à la qualité des semences et l'état phytosanitaire, entre autres les mauvaises herbes. Avec environ 4200 espèces et sous-espèces, le Maroc possède l'une des flores spontanées les plus riches et les plus diversifiées du bassin méditerranéen. Une mauvaise herbe, c'est toute plante herbacée ou ligneuse dont la présence est indésirable là où elle se trouve. C'est toute plante ou végétation interférant avec les objectifs de l'homme. L'objectif de ce travail est d'étudier l'aspect systématique, biologique et agronomique de la flore adventice de la culture de pommes de terre dans la région de l'oriental marocain. Alors, donc, la région d'études, fait partie de la plaine de Trifa. Elle est située dans l'oriental marocain, longeant à l'extrémité nord-est du pays, longeant la Méditerranée et la frontière maroco-algérienne. Elle a un climat de type méditerranéen semi-aride au nord et aride du sud.
La pluviométrie moyenne annuelle est variable et se caractérise par une irrégularité spatio-temporelle. Les pluies sont faibles de l'ordre de 150 à 300 mm par an. Pour l'exécution des relevés, donc pour les champs désherbés de pommes de terre n'ont pas été pris en considération et les surfaces analysées ont été choisies sur la base de la notion de la station, qui est en termes écologiques, donc ce qui est une surface caractérisée par des conditions homogènes abritant une végétation uniforme. Alors là, on considère une exploitation comme étant une station. Donc, la méthode effectuée pour l'exécution de relevés, c'est le tour des champs. On commence par la station, par le centre de la station échantillonnée, puis on réalise des tournées dans le reste de la station pour ne pas omettre les espèces rares et de mieux apprécier leur abondance dans la parcelle. Et la période, donc, c'est une période printanière et estivale. Donc, de mois avril jusqu'au mois août, c'est la période de la floraison de la plupart des mauvaises herbes. Alors, comme résultat, sur donc, la base de 31 relevés floristico-écologiques, donc 172 espèces ont été inventoriées, dont 94 espèces pérennes, soit 54,65% de l'ensemble des espèces. 94 espèces pérennes font partie de 22 familles et 63 genres, soit 17,74% des familles de la flore marocaine qui compte 124 familles. Alors, les dicotylédones dominent la flore inventoriée et sont présentés par 79%. Alors, 94 espèces fait partie de 22 familles, dont 3 monocotylédones et 19 dicotylédones. Pour les dicotylédones, il y a 74 espèces et 48 genres, et les monocotylédones sont présentés par 20 espèces et 15 genres. Le tableau donc montre les principales familles rencontrées avec leurs contributions. On observe bien une dominance de 5 familles, Lamiacées, Poacées, Astéracées, Liliacées et Solanacées. Ces familles donc avec 57 espèces et contribuent avec 60%. Pour la répartition biogéographique, on observe qu'il y a une dominance nette des espèces d'origine méditerranéenne avec 47 espèces et une contribution de 50%. Et pour les espèces européennes, avec 12% et une contribution à peu près de 13%. Donc, l'importance de cette origine peut être expliquée par la situation géographique de l'oriental séparé du sud de l'Europe par la Méditerranée, susceptible d'être cible à l'installation d'une végétation d'origine européenne. Donc, la répartition de ces espèces a été établie selon les renseignements du travaux de Kezel et Santa, de la nouvelle flore de l'Algérie, ainsi de la petite flore des régions arides du Maroc occidental. Pour l'aspect éthologique, on observe aussi que les thérophytes dominent la flore inventoriée avec 78 espèces, suivies des vivaces. Les vivaces, donc les géophytes sont en première place avec 54 espèces, suivis des hémicroptophytes, des caméphytes et enfin les parasites. Pour l'aspect agronomique, les espèces les plus nuisibles sont ceux qui ont un IPN, indice potentiel de nuisibilité, supérieur à 1000. Alors, on observe que les espèces qui ont un IPN supérieur à 1000 sont le Cynodon-dactylon, Superus rotandus, Convolvulus arvensis. Ces espèces sont aussi nuisibles à Mlouia, bien que dans d'autres régions du Maroc, telles que le Souss, le Haouz et le Rab. Donc là, voilà quelques espèces les plus nuisibles dans les champs de la culture de pommes de terre. Là, c'est une herbier que j'ai réalisée au cours de cette étude. Voilà. Comme conclusion, le présent travail nous a permis de caractériser les aspects systématiques, biologiques et agronomiques des communautés adventistes liées à la culture de pommes de terre de la région de l'oriental marocain. Les parcelles retenues par l'étude présentent une flore adventiste assez variée, soit 172 espèces, dont 94 pérennes. Les pratiques culturelles assez diversifiées bouleversent la composition floristique des communautés adventistes, ce qui nécessite des études plus approfondies de leur biologie, écologie et de leur nuisibilité, notamment pour les plus préoccupantes pour arriver à mieux maîtriser leur contrat. Et merci pour votre attention. Merci, mademoiselle Kaïma Alaoui, pour cette présentation. Donc, شكرا خزينة. لا، oui.
Donc, Welcome. donc, cette présentation qui traite un aspect biologique et surtout donc, la flore au niveau des champs de pommes de terre. Voilà, voilà donc pour les présents, donc je commence par les présents dans cette séance. Est-ce qu'il y a des questions à poser à mademoiselle Alaoui? Sinon, donc, je vais poser une petite question donc, à propos de ce champ. Est-ce qu'il y a donc, une famille ou une espèce de végétation qui est toujours liée juste au champ de pommes de terre, qu'on peut trouver juste au niveau des champs de terre? On ne peut pas la trouver ailleurs. Donc, est-ce qu'il y a Ailleurs, une non, plante, voilà. non, il n'y a Voilà. pas une espèce liée juste à la culture de pommes de terre. Ben voilà, donc, Oui. Il y a des espèces nuisibles en pommes de terre qu'on peut les trouver dans d'autres liées avec d'autres cultures. Il n'y a pas une espèce spécifique que pour la pomme de terre. voilà, donc là, c'est la première question. Donc, une deuxième, voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une méthode de lutte contre ces espèces donc, sans utiliser les pesticides, etc. Parce qu'actuellement, pour éliminer les mauvaises herbes, il faut Oui, utiliser des oui, pesticides. Et les oui. pesticides, Les herbicides. ouais, les herbicides, justement, les pesticides pour les insectes, voilà. Oui. Donc, les herbicides, voilà. Ce qui n'est pas un moyen de lutte biologique ou quelque chose, parce que les herbicides ils ont un effet sur la qualité du sol, Oui, dans l'eau, de la végétation, exactement. sur l'environnement. Voilà. Donc, parfois, on a des méthodes biologiques. Je ne suis pas spécialiste, je suis un géologue, Oui. mais il se peut qu'il y ait quelque chose à ce propos-là. Non, pour la lutte biologique, monsieur, il n'y a pas de lutte biologique contre les mauvaises herbes du tout. Voilà. Mais par contre, il y a des luttes culturelles. Par exemple, on peut faire le travail du sol pour arracher les mauvaises herbes. Voilà, donc, C'est la, oui. Ou bien on peut utiliser la rotation culturelle voilà. pour minimiser un petit peu mais il n'y a pas un traitement bien une lutte biologique pour lutter contre les mauvaises herbes. Par contre, il y a des luttes biologiques pour lutter contre les ravageurs. Voilà, donc, oui, Mais ravageurs, pour ça les mauvaises existe, oui. herbes, il n'y a pas de. Non, oui. Oui. Donc, il faut juste le travail de sol, c'est la meilleure Exactement. méthode. Voilà, Oui, ou donc, bien les herbicides. voilà. Donc, et pour, soit avec, soit la main-d'œuvre avec les ouvriers pour éliminer ces herbes, mais ça coûte un peu cher par rapport aux herbicides. Oui, exactement. Voilà, voilà. Donc, alors, je vous remercie Je vous remercie, pour votre monsieur. présentation. Donc, bonne Merci à vous. journée. Donc, je vais faire un tour pour Idrissi. C'est là toujours. Monsieur Idrissi ou mademoiselle, je ne sais pas. Hein? C'est absent, monsieur. C'est absent. Et monsieur ambassadeur, ambassadeur. Non, elle est absent. Oui, c'est la même chose pour lui. On peut juste attendre juste 5 minutes et puis on quitte si vous. Donc, on va rester jusqu'à la fin, c'est pas grave. Hein. Ok, monsieur. Merci beaucoup. Oui, alors, Merci beaucoup d'accepter d'être l'un des on- meilleurs on- modérateurs que nous avons dans notre on- université. Merci beaucoup, monsieur. c'est avec plaisir, bien sûr, d'encourager les jeunes. Merci bien, monsieur. Merci.